Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de yohandev.co. Et aujourd'hui, on en est au 9e épisode de notre série où on suit un projet Symfony de A jusqu'à Z. Et on a déjà fait pas mal de choses. Et on arrive aujourd'hui à un moment un petit peu charnière, c'est-à-dire qu'on a la dernière fois pratiquement terminé tout ce qu'il y avait à faire pour la partie visiteur, la partie vraiment front office, et on va bientôt s'attaquer à la partie back office. Et avant de basculer sur la partie back office, j'avais envie qu'aujourd'hui, on prenne le temps d'améliorer notre couverture de code. Donc aujourd'hui, on va essentiellement s'intéresser à améliorer nos tests unitaires et écrire des tests fonctionnels. Et vous allez le voir, nous mettrons à jour notre pipeline d'intégration continue dans GitLab pour qu'elle joue ces nouveaux tests. Mais avant de débuter, si c'est la première fois que vous arrivez sur la chaîne, eh bien écoutez, sachez que ça fait déjà 9 épisodes qu'on parle de cette série. Je vous mettrai le lien tout là-haut vers la playlist où vous pouvez voir tous les épisodes. Et puis vous pouvez évidemment, si vous le souhaitez, vous abonner. Si le cœur vous en dit, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, soit maintenant, soit à la fin de la vidéo, c'est vous qui voyez. Et puis voilà, écoutez, on va débuter tout de suite notre vidéo. Je me mets dans le petit coin ici et on regarde les deux cartes qui nous concernent aujourd'hui. Donc on avait un petit bout de PHP-CS à fixer. On ne l'avait pas fait la dernière fois pour pas que ça soit trop long, donc on va le faire en premier lieu. On va le mettre dans la même merge request que le code coverage, et on va s'occuper de la partie code coverage aujourd'hui aussi. Allez, c'est parti, on va s'ouvrir le code. Hop, il est là, hop, et on ouvre ça dans un éditeur de code. Ça s'ouvre là sur mon deuxième écran. C'est parfait. Donc la première chose que l'on souhaitait faire, c'était corriger ce petit problème qu'on avait laissé en suspens la dernière fois, je vous le rappelle. C'était dans le fichier send contact commande, on avait un problème à la ligne 39. On avait 120 caractères et il devait ne devait en contenir que 183. Donc on va aller voir de quoi il est question. C'était ce fichier-là et je pense que c'était cette ligne-là, la ligne 39. C'était la ligne 39, effectivement, elle est un petit peu longue. Donc on va faire une petite astuce, on va se mettre comme ça, hop. Histoire que ça ne soit pas une ligne trop longue. Voilà, tout simplement, en ayant fait ça, ça devrait nous corriger. Par contre, je me rends compte que j'ai oublié de faire quelque chose, j'ai oublié de créer une branche, donc on va se créer une petite branche. Alors, on va pas créer une branche pour le fixe, on va peut-être pas non plus être extrémiste sur les branches, on va s'en créer une ici, créer une branche, et on va l'appeler feature, et on va l'appeler mise à jour de la CI, puisque c'est ce qu'on va vouloir faire aujourd'hui essentiellement. On va juste se permettre de mettre le petit fixe de syntaxe PHP-CS dans cette branche-là. C'est pas dramatique, on va pas non plus se prendre la tête, on va se mettre ça comme ça. Parfait. Donc cette carte-là est traitée, hop, on peut la mettre dans terminé et on va dire qu'on s'occupe du code coverage. Donc l'objectif, vous le voyez, c'est ce que j'ai mis dans la carte, c'est qu'on ait une couverture de code à 80% du code qu'on a déjà écrit. Donc ça va nécessiter qu'on mette à jour nos tests unitaires, qu'on écrive des tests fonctionnels qui n'existent pas pour le moment, et qu'on mette à jour notre CI, notre pipeline d'intégration continue pour qu'elle soit en capacité de jouer les tests fonctionnels. Ça sous-entend donc qu'elle ait une base de données avec des données à l'intérieur et qu'on aille charger les URL. Donc pratiquement en fait qu'on déploie entre guillemets notre projet dans la pipeline pour pouvoir la tester. Donc comment est-ce qu'on va procéder? La première chose que l'on va vouloir faire, c'est connaître notre couverture de code actuelle. Pour ça, on va utiliser l'outil PHP Unit et on va lui passer une petite commande que je copie-colle ici. Donc on va faire un php bin php unit coverage-html. Ça va permettre tout simplement de générer un rapport de couverture de code au format HTML, puis je vais le stocker dans var log test. Test coverage, c'est complètement arbitraire, mais comme je sais que le répertoire var n'est pas commité, eh bien c'est parfait. Donc là on voit bien que ça joue les tests qu'on avait déjà écrits, 15 tests, 96 assertions. Et logiquement, si je vais dans l'explorateur et que je vais dans le répertoire var log test,
il m'a effectivement créé un rapport qui s'appelle test coverage et il y a un fichier index.html que je vais ouvrir dans un navigateur et qui me donne la couverture actuelle de mon code. On est à 26,82%. C'est normal, c'est tout à fait normal, pas d'inquiétude. On va justement avancer sur ce sujet-là. On va d'abord commencer par la couverture de code de nos entités. On voit qu'on est à 56,91%, on peut faire beaucoup mieux. Donc, on va venir améliorer tout ceci. Donc, première chose qu'on va améliorer, on va faire ligne par ligne, on va commencer par blog post. Et l'avantage avec ce petit rapport, c'est qu'on peut savoir exactement quelles sont les parties du code qui sont testées et quelles sont celles qui ne sont pas testées. Donc on voit en vert ce qui est testé, en rouge ce qui n'est pas testé dans notre plan de test, dans nos tests en fait, tout simplement. Donc on va ici mettre à jour ceci. On voit qu'on ne fait pas le getID, donc on va pouvoir le faire. Et puis le getUser, setUser, on va rajouter tout ceci dans notre code. Donc on va ouvrir le code en question. Hop, test, et on a dit que c'était blog post. On allait commencer par le blog post unit test. Donc je vais m'ouvrir ma source en parallèle, histoire de ne rien oublier. Donc la première chose que l'on va pouvoir faire, c'est rajouter ici le getID. Parce qu'en fait, tant qu'on ne fait pas persister les données dans la base de données, on sait qu'il n'y a pas d'ID. Donc là, on va juste vérifier que quand on fait un assert empty de blog post getID, on va être sûr que ça soit bien vide. Alors logiquement, il n'y aura pas de surprise. Ça sera bien vide, mais c'est une façon assez simple. Vous allez voir, si je réexécute ici le test, il y a 97 assertions, il y en avait 96 tout à l'heure. Et si vous venez ici, vous voyez que le getID il est passé au vert, puisque effectivement, on teste bien cette partie. Maintenant, qu'est-ce qu'on va vouloir essayer? On va vouloir essayer d'ajouter un commentaire et de supprimer un commentaire. Je pense que ça peut être une bonne astuce. Je suis en train de regarder si on va tester autre chose. Non, ça me paraît pas trop mal. On va aller se faire ça. Je vais vous copier-coller le code en question. Alors, hop. Voilà, donc là j'ai créé une petite portion de code et je vais vous l'expliquer évidemment. Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que je fais ici? Je crée un blog post. Je crée un commentaire. Première chose, je vérifie que quand je fais un get commentaire de blog post, ça soit vide. C'est normal. Il n'y a aucun commentaire associé à ce blog post. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'utilise le blog post add commentaire et je lui passe quoi? Le commentaire que j'ai créé ici. Et ensuite, je vérifie bien que j'ai bien. Quand je fais un get commentaire, je récupère bien mon commentaire. Parfait. Et ensuite, pour tester la méthode remove commentaire, je remove le commentaire et je teste une nouvelle fois pour m'assurer que quand je fais un remove, de nouveau, quand je fais get commentaire, ça soit bien empty. Donc on va réactualiser notre couverture de code. On passe bien à 100 insertions cette fois-ci. Et là, vous voyez que effectivement, on a bien plus de commentaires. C'est parfait. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire? On pourrait se faire un getUser et un setUser. Pourquoi pas? Pourquoi? Alors, je suis en train de regarder ma source et je vois que je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Probablement parce que dans le user, je vais rajouter une peinture. Non. Mais écoutez, on va se le faire ici. On va se l'écrire, c'est pas un souci. Hop. Ici, on va se rajouter donc un user. On va faire un new user. Voilà, hop. Et on va lui faire un set user. On va lui passer le user qu'on a créé. Parfait. Et on va simplement s'assurer que lorsqu'on fait un assert true et qu'on lui dit, est-ce que quand je te fais un get user, je récupère bien le user qui est $user? Et de cette façon, on va savoir tout de suite. Hop, vous allez voir si j'actualise mon code, je passe à 101 assertions, c'est tout à fait normal. Et si je passe dans la couverture, on est maintenant désormais à 100%. Alors, on va quand même faire les choses bien. On va ici aussi, le faire au complet. Attendez, je vais copier-coller le code, ça sera plus simple. Voilà.
Ça, c'est bon. On va copier-coller ça aussi. Hop, on lui set le user et on va surtout vérifier que si je lui fais un get user et que je vérifie avec un autre user que celui qui est défini ici, ça soit bien faux, hein, c'est l'objectif. Donc on va faire ici un get user et on va lui passer un nouveau user. Et là, on veut vérifier que ça échoue bien, c'est l'objectif. Donc on réactualise, on a 102 assertions et on est toujours ici à 100% de couverture. Donc on peut changer et on va passer maintenant à la catégorie. Catégorie, on voit qu'on a bien le getID et puis on a tout ce qui est en rapport avec les peintures qui ne sont pas couverts actuellement. Donc on va s'occuper de ça tout de suite. Donc on va ouvrir les peintures unit test. Rappelez-vous, hein, on va se faire tout de suite le getID ici parce qu'on sait que comme on ne persiste pas, il va être systématiquement vide. Donc si je mets getID et que je réactualise ma couverture de code, vous allez voir tout de suite, hein, le getID, ah non, il n'est pas couvert. Qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, est-ce que j'avais bien... Hop, logiquement, ça devrait être rafraîchi. Ah non, catégorie, pardon, moi je suis dans peinture, je fais n'importe quoi. Dans peinture, pardon, getID. Et il y a la partie où on va ajouter une catégorie, supprimer, enfin, ajouter une catégorie, on l'a déjà fait, mais on n'a pas fait la suppression. Et puis il y a le get commentaire, add commentaire, remove commentaire. Donc il faut qu'on couvre tout ça. Donc, on va s'occuper de ça. On est dans l'entité peinture. Donc, on va ouvrir le test en rapport avec les peintures. Il est déjà ouvert, c'est parfait. Et donc, on va faire tout simplement, hop, vous allez voir, la petite partie, hop, où on ajoute un commentaire à une peinture. On vérifie d'abord que quand on ne lui fait rien, qu'on fait get commentaire et il n'y en a pas, normal. Ensuite, on lui ajoute un commentaire. On vérifie qu'effectivement, on retrouve bien ce commentaire. Et enfin, on utilise le remove commentaire pour enlever le commentaire et on s'assure que ça soit bien vide. Allez, on rafraîchit. Ah, il y a un petit souci. Est-ce que j'ai importé la classe commentaire ici? Peut-être pas. Ouais, voilà, je ne l'avais pas importé. On a bien 106 assertions. Et si on va venir ici sur notre code, notre couverture de code de peinture, on est pas mal. On n'a juste pas le remove catégorie parce que, tout simplement parce qu'on ne l'a pas fait. Donc on va pouvoir faire ça aussi. Regardez ce qu'on va se faire. On va dupliquer toute cette partie-là. Hop. Et on va se faire un test add get remove catégorie cette fois-ci. Catégorie. Et on va simplement changer le commentaire par catégorie. Voilà. On va appeler ça catégorie. Et on va tout changer évidemment. Hein. Catégorie ici. Catégorie à nouveau. Il me souligne tout, mais c'est normal. Hop. Catégorie. Là, on ne va pas faire un get comment, on va faire un get catégorie. Ici, get catégorie aussi. Remove catégorie. Vous avez compris le principe, je pense. Et ici, on a dit, hop, catégorie. Et add catégorie aussi. On va y arriver. Hop. Voilà. Et là, si je rejoue mes tests, logiquement, on passe à 109 assertions. Parfait. Et si on va voir la couverture de code, on voit que notre entité est totalement couverte. On est nickel chrome. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On a la fameuse entité catégorie, par exemple. Hein, on peut s'occuper de l'entité catégorie. On va s'en occuper tout de suite. Donc, on va ouvrir notre test des catégories. Ici, on sait qu'on a toujours le petit getID. On va se le faire à chaque fois. Hein, qui n'est pas couvert actuellement, donc on va se le rajouter tout de suite. getID, hop, si je rafraîchis, vous allez voir tout de suite, catégorie, il est ici, le getID, il est bien couvert. Par contre, on n'a pas, pour le moment, le get peinture, add peinture, remove peinture. Donc on va aller tout de suite se rajouter cette petite partie-là sur les peintures. Je vais juste... Voilà, le copier-coller, hein, parce que vous avez compris le principe. L'idée, c'est pas forcément de passer des heures sur l'écriture des lignes de code. Donc là, hein, comme les autres fois, qu'est-ce que je fais? Je crée une catégorie,
je crée une peinture. Je vérifie d'abord que quand je fais get peinture sur mon entité catégorie, il n'y a rien. J'ajoute une peinture, je vérifie qu'il y a bien cette peinture. J'utilise le remove peinture et je m'assure qu'il y a à nouveau rien. Comme ça, je teste absolument toutes les possibilités et tous les cas de figure de mon entité. Et là, on voit bien qu'elle est couverte à 100%, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on a encore? On a Contact qui aujourd'hui n'est pas du tout couvert puisqu'on avait écrit cela plus tard et puis on n'avait pas pris la peine d'écrire la partie Contact. Donc là, on a tout à faire. Donc on va tout de suite se créer un nouveau test pour notre Contact. Donc rappelez-vous, la commande, c'est Symfony Console make. Oups, je tape où là? Nulle part. Symfony Console make unit-test. Et il nous faut le nom du test et ça sera donc le contact unit. Alors sans espace, contact unit test. Parfait. Allez, allons ouvrir ce test. Il va être complètement vide pour le moment et c'est tout à fait normal. Donc là, je vais vous le copier-coller, le contact unit test, et on va se le commenter ensemble. Vous allez voir, il n'y a rien de sorcier dans ce fichier-là, comme d'habitude, comme pour tous les autres tests unitaires. Si vous n'avez pas vu, la première fois on avait créé ça, je crois que c'était dans la deuxième ou la première vidéo du projet, on avait créé déjà les premières version des tests unitaires. Donc si c'est pas très clair ce que j'explique là, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo là où on avait passé vraiment plus de temps là-dessus. Mais en gros, là je teste si tout simplement je crée un objet contact, je set toutes ces possibilités, tous ces champs et je vérifie que je récupère bien ça. Ici je vérifie que je veux être certain que quand c'est faux, ça me dise bien que l'assertion est fausse. Quand c'est vide, que c'est bien vide. Donc là, si j'actualise, non, je ne veux pas recréer des tests, pardon. Donc là, on voit qu'on passe à 22 tests et 129 assertions. Et si vous venez voir ici, dans Contact, on voit qu'elle est bien couverte maintenant à 100%. Super. Il nous reste finalement les users. Comme vous le voyez, les users n'est pas complètement couvert aujourd'hui. Donc, on va aller s'occuper un petit peu de nos users. Est-ce que toutes les autres sont couvertes à 100%? Non, je vois que commentaire, elle a 94%. Il manque juste le ID. Donc, on va aller juste vite fait se faire le commentaire ici. On va se rajouter le petit getID on va juste vérifier qu'il soit bien vide. Tant que ce n'est pas persisté, comme pendant nos tests, ce n'est pas persisté, on est certain que ça va être vide. Voilà, cette fois-ci, c'est couvert à 100% et il ne nous reste plus que le user qui n'est pas couvert aujourd'hui. Donc, pour user, hop, on va aller ouvrir le test qu'on avait déjà précédemment écrit pour les users, qui était relativement complet déjà, mais on peut aller beaucoup plus loin. Donc là, ce que je vais faire, parce qu'il y a beaucoup de choses à écrire, je vais simplement le copier-coller et vous l'expliquer à nouveau. Donc toujours pareil, là, c'est on teste quand on passe des valeurs et qu'on vérifie quand on récupère bien les mêmes valeurs. Donc on vérifie quand c'est vrai. Ici, on vérifie quand on récupère des valeurs qui ne sont pas les mêmes et on veut être certain que l'assertion nous retourne bien quelque chose de faux. Ça nous permet de nous assurer dans le cas où c'est vrai, dans le cas où c'est faux. On fait la même chose pour quand c'est vide. On veut être certain que quand on fait get email ou get prénom, ça ne nous retourne rien par défaut. On veut être certain que c'est vide. Et ensuite, on teste la fonction où on ajoute, on récupère et on supprime une peinture tout simplement comme on l'a fait pour d'autres entités. Donc là, si on actualise, on voit qu'on passe à 23 tests et 141 assertions. Et si on regarde sur la couverture de code, on est presque tout qui est couvert. Je dis presque tout, parce que par exemple, on ne fait pas le getSalt ou le heroes credential, mais c'est pas très grave. Par contre, je vois qu'on ne fait pas le getBlogPost et le addBlogPost. On va peut-être s'écrire ce truc-là, ça coûte pas bien cher à écrire. Hop, on va dupliquer cette partie-là. Et on va faire un test add-get-remove-blogPost, tout simplement. Blogpost. C'est la même structure de code en fait. Ici, on va dire que c'est un blog post. On va changer, c'est pas peinture, mais c'est blog post. Parfait. Et ensuite ici, vous avez compris l'idée, on va faire un get
bloc post qui doit être vide la première fois. Ensuite, on lui ajoute quoi? On ne lui fait pas une peinture, on lui ajoute un bloc post. On vérifie que on récupère bien le fameux bloc post quand on fait un get bloc post. Et ensuite, on remove quoi? On remove le bloc post, lequel? Celui qu'on a défini juste avant, parfait. Et on vérifie qu'à nouveau, quand on fait get bloc post, eh bien, ça soit bien vide. Allez, on réactualise, on est à 24 tests, 144 assertions, et cette fois-ci, eh bien, c'est bien couvert. Donc si on regarde au niveau de nos entités, on couvre au niveau du test du code 98% de nos entités. Franchement, c'est pas mal, on est cool. On peut passer à la suite. Et là, pour passer à la suite, on va être obligé de passer au test fonctionnel. Et alors là, on a pas mal de petites choses à faire pour que ça fonctionne. Déjà, pour que nos tests fonctionnels, il va falloir qu'on crée une base de données de tests. Cette base de données va être dédiée à l'exécution de nos tests. Et pour ça, eh bien, on va taper la commande habituelle, Doctrine Database Create, mais on va spécifier à Symfony qu'il doit l'exécuter dans un environnement particulier qui est l'environnement de test. Et pour ça, la commande, on préfixe la commande finalement avec appenv égale test. Comme ça, Symfony sait que cette variable d'environnement, elle est à test et il exécute le reste dans ce contexte de test. Donc là, il va me demander si je veux créer la base de données. Il me dit qu'il a bien créé main_test. Rappelez-vous, par défaut, elle s'appelait main, mais Symfony détecte que quand on est dans le test, il crée une base de données qui s'appelle main_test. De cette façon, on n'a rien à faire dans les .env, on n'a pas besoin de créer un .env.test ou des choses de ce type-là. Et ça, c'est vraiment pratique, on gagne du temps. Ensuite, eh bien, tout simplement, on doit appliquer quoi? Les migrations. Pareil, on met appenv égale test, et puis ensuite la commande classique, et puis je mets juste le -n à la fin pour que ça ne nous demande pas, ça ne nous pose pas la question. Comme ça, ça va appliquer directement la migration. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Eh bien, simplement, il nous faut jouer les fixtures pour qu'on insère des données dans notre base de données de test. Donc, on va mettre yes, et comme ça, on sait que désormais, on a une base de données de test qui contient des données de test, et c'est sur cette base de données, parallèle à celle qu'on utilise quand on teste notre site en cliquant, etc., on a cette base parallèle dans laquelle va être exécuté nos tests. Donc ça, c'est très pratique. Premier test fonctionnel qu'on va vouloir faire, ça va être par exemple de tester le bon fonctionnement de la page d'accueil, de tester le bon fonctionnement de la page à propos. Là, l'idée, c'est vraiment d'aller tester les pages comme si on naviguait, puis vérifier qu'on retrouve bien tel mot ou tel terme, etc., etc. Mais pour ça, on va avoir besoin de modifier légèrement nos fixtures pour ajouter 2-3 petites bricoles qui vont nous être utiles dans nos tests pour aller rechercher des chaînes de caractères, par exemple. Donc, on va ouvrir nos fixtures et on va légèrement les modifier, pas énormément. On va juste finalement, qu'est-ce qu'on va se faire? On va se rajouter un bloc post en particulier. Rappelez-vous, on avait créé une petite boucle qui nous créait 10 blocs post avec des données aléatoires qui provenaient de Faker. Là, on va se créer un petit bloc post avec un nom très particulier qu'on pourra tester explicitement. Vous allez comprendre tout de suite, vous allez voir, je vais copier-coller la petite portion de code. Hop, il manque un slash ici. Voilà. Donc vous voyez cette petite portion, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait la même chose que la boucle au-dessus, sauf que là je passe explicitement un titre qui sera bloc post test avec le slug bloc post-test. Comme ça, ça nous permettra d'aller tester cette URL quand on voudra tester l'affichage d'un bloc post. Parfait. Il va nous falloir faire la même chose pour la peinture et la même chose pour les catégories, puisque en gros toutes les entités qui ont un slug, on va vouloir les tester. Donc là, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se créer une catégorie de test dans laquelle on va mettre une peinture. Ça nous permettra comme ça facilement de pouvoir tester les choses. Donc là, je crée une catégorie de test que j'appelle catégorie test avec le slug catégorie-test. Et enfin, simplement, je crée une peinture qui s'appelle peinture test. Toutes les autres données sont aléatoires. Et le slug peinture-test qui elle-même, cette peinture-là est associée à la catégorie précédente. Comme ça, on sait que cette peinture se retrouvera dans la catégorie de test au-dessus. C'est parfait. Donc là, on a simplement mis à jour nos fixtures. Donc on peut du coup
il faut les réappliquer dans notre environnement de test. On peut le jouer. D'ailleurs, on peut... qu'est-ce qu'il nous dit? User ID cannot be null. Alors, le blog post, ok, il a besoin d'un user. Probablement parce que entre la version où j'ai préparé et la version sur laquelle on travaille ensemble, eh bien, moi, je n'utilisais pas d'utilisateur, tout simplement. Hop. Et là, on charge les données et ça fonctionne nickel. Parfait. On pourrait d'ailleurs, si on le souhaite, l'exécuter aussi dans l'environnement pas de test, pour pouvoir voir ce qui se passe dans la version qu'on peut visualiser nous-mêmes si on va dans un navigateur. Et par exemple, si on actualise ici, vous allez voir qu'il y a une nouvelle catégorie test qui apparaît. Il y a bien une peinture de test qui est là. C'est parfait, on est bon. Si je vais dans réalisation et que je vais voir les dernières, parce que pour le moment on n'a pas organisé ça dans le bon ordre, on a bien peinture test, super. Et pareil dans actualité, on doit avoir une actualité de test, parfait, le blog post test. Donc vous voyez ces petites URL en haut, c'est grâce à ces fixtures avec des URL, des slugs explicites qu'on va pouvoir tester particulièrement telle ou telle URL tout simplement. Alors, on va commencer peut-être tout simplement par tester la page d'accueil. Donc, on va vouloir vérifier par exemple si quand on charge l'adresse de page d'accueil, on récupère bien Antoine Bernabeu. Par exemple, c'est un test tout simple, on n'a pas besoin de faire des tests très très compliqués. Dans notre cas, on veut simplement charger un petit peu toutes les pages pour nous assurer que tout fonctionne bien. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Hop, je rafraîchis ma ligne de commande. On va taper la commande Symfony console make functional test. De cette façon, tout à l'heure on avait fait unit test, cette fois-ci on va créer un test fonctionnel. Il nous demande un nom, on va l'appeler home functional test. On garde un peu la même forme de syntaxe dans le nom de nos tests. Parfait. Et là, il nous a créé quoi? Il nous a créé, un nouveau fichier qui s'appelle home functional test. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez voir, et ça va être extrêmement clair en fait. Moi, je trouve que les tests fonctionnels, c'est quelque chose qui est plutôt satisfaisant parce que c'est assez clair dans les explications et dans la façon dont on peut faire les choses. On va faire quoi? Vous voyez que par défaut, il nous crée déjà quelque chose. Donc nous, on va changer le nom, on va lui dire qu'on veut, ça doit afficher, should display quoi? Ça doit afficher quoi? La home page. Ça, c'est simplement pour nommer le test. Qu'est-ce qu'on fait? On crée un client, parfait. Il va aller naviguer quoi? Il va aller naviguer sur l'adresse /. Donc en gros, on sait que c'est la page d'accueil. Et on veut qu'il cherche quoi? On veut qu'il cherche un H1 qui contient pas Hello World, mais qui contient le mot Antoine Bernabeu. Parfait. Mais on peut aller plus loin. Regardez sur notre page d'accueil, on a ici artiste peintre à Chemérac au cœur de l'Ardèche. Donc on peut aussi aller vérifier qu'il contient bien, ce terme-là. Donc on peut tout simplement ajouter ça. Comme ça, ici, de l'Arzis, ça sera mieux. Comme ça, parfait. Alors, on peut juste vérifier dans quel type de balise se trouve ce texte-là. Hop, c'est dans un P. Donc on peut ici tout simplement lui dire cherche-moi une balise P qui contient artiste peintre à Chemérac au cœur de l'Ardèche. Et maintenant, il faut qu'on exécute tout simplement notre test. Mais là, on ne va plus pouvoir taper la commande habituelle, celle qu'on faisait comme ça, là, PHP. Vous allez voir que si je la lance, ça va échouer. Et pourquoi est-ce que ça va échouer? Quoique ça va peut-être pas échouer, on va voir. Parce que j'ai chargé les données dans la base courante, donc il est possible que ça fonctionne. Non, ça ne passe pas et c'est tout à fait normal. Parce que là, on va vouloir lancer nos tests dans l'environnement de test. Et pour ça, on va simplement, vous allez voir, préfixer la commande avec appenv égale test. Là où tout à l'heure on faisait PHP, PHP bin, PHP unit, là on utilise bien le client Symfony. C'est ce qui permet au serveur Symfony d'injecter les bonnes variables d'environnement et notamment le nom et toute la chaîne de connexion à la base de données de test. Et là, si j'exécute,
eh bien, tout fonctionne correctement. On a 25 tests et 149 assertions. Alors, ne tenez pas compte de la partie du bas. Simplement, il nous dit attention, il y a des choses qui vont être dépréciées prochainement. Donc, c'est des choses qu'on pourrait éventuellement prendre du temps pour faire disparaître. C'est des choses qui vont être des fonctionnalités qui vont être dépréciées. Il faut y passer du temps, mais ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Donc, regardez ce qui se passe déjà dans notre couverture de code. Dans notre couverture de code, tout d'un coup, on a Twig qui est couvert parce qu'on a utilisé déjà des choses dans Twig. Parfait. Et si on va voir nos contrôleurs, eh bien on voit que le Home Controller, simplement en ayant fait ça, on a testé toutes les lignes de code. En même temps, il n'y en a pas beaucoup, toutes les lignes de code qui sont incluses dans ce contrôleur. Donc on va faire la même chose finalement pour tous nos contrôleurs. On va écrire des petits tests comme ça qui vont rapidement nous permettre de couvrir beaucoup mieux notre code. Allez, on va passer du coup à la suite. La suite, on va le faire dans l'ordre. On va se prendre le à propos contrôleur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Rappelez-vous, hop, on se crée, hop, ici. Est-ce que j'ai la commande? Non, je ne l'ai pas. Hop, elle n'est pas dans l'historique. Mais c'est pas grave, on va se faire un petit Symfony make make functional test. Parfait. Et on va tester le à propos. Donc, on l'appelle à propos functional test. Super. Et il nous crée du coup automatiquement le fameux fichier qui va bien. Et qu'est-ce qu'on va vouloir faire dans ce fichier? Rappelez-vous, la page à propos, elle est là. Elle contient pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on va vouloir vérifier dans cette page à propos? Alors, qu'est-ce que j'avais prévu de vous mettre dans la page à propos? Simplement que la page charge. On ne va pas forcément chercher, on va dire, à checker du contenu. Donc, vous allez voir, on va écrire vraiment la petite fonction toute simple. En même temps, c'est une page tellement basique, on ne va pas se prendre la tête. Donc, je remplace cette fonctionnalité-là. Hop. Et je lui dis quoi? Simplement, tu me charges l'adresse / à propos et je veux juste que tu vérifies que c'est une réponse qui est successful. Donc, on relance l'exécution de notre test. On a bien 26 tests et 150 assertions. Et si on va voir la couverture de code, on voit bien que le à propos est bien couvert. Maintenant, on va s'occuper de bloc post controller. Allez, c'est parti. On va écrire le test qui va bien pour le bloc post controller. Hop. Donc, la fameuse commande, je pense qu'après vous allez la connaître par cœur. Symfony console make functional test. Parfait. On a dit qu'on s'occupait du bloc post, donc on va l'appeler bloc post de functional test tout simplement, et on va aller écrire le petit bout de code fonctionnel qui s'occupe d'aller tester le bloc post functional test. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire dans cette partie-là? Vous allez voir qu'il y a deux choses qu'on va vouloir tester. Je vais vous copier le code. On a une première URL qu'on va vouloir checker, c'est quand on fait /actualité. Donc le /actualité, je vous le montre dans le site, c'est quand on est ici, /actualité. Et là, on veut simplement vérifier qu'on trouve bien le mot dernière, enfin la chaîne de caractères dernière actualité. Donc c'est ce qu'on fait, on vérifie que c'est une réponse qui est successful, et ensuite on lui dit cherche-moi un H2 qui contient dernière actualité. Et ensuite, et c'est là que le fait d'avoir modifié nos fixtures nous intéresse, c'est qu'on va lui dire tu vas me charger l'actualité /blogpost-test. Donc rappelez-vous, notre fameuse petite actualité où c'était en dur le slug, simplement on va vouloir vérifier qu'il y a un H2 qui contient la chaîne de caractères blogpost-test. Tout simplement. Et il ne nous reste plus qu'à exécuter nos tests et vous allez voir que cette fois-ci, on a 28 tests, 156 assertions, et si on va dans notre couverture de code, on a couvert bloc post. Incroyable. Donc, j'imagine que vous avez compris, on va faire pareil pour contact, tout simplement. Donc, la commande, elle est là, make functional test. On a dit qu'on s'occupait des contacts, donc on l'appelle contact functional test. On ne va pas déroger à notre petite convention de nommage. Le tout, c'est de rester relativement cohérent dans notre nommage. Et là, qu'est-ce qu'on va vouloir faire dans notre contact functional test? Simplement, on va vouloir charger l'adresse /contact. Je vous remonte le site. Ici, me contacter. Le lien n'est pas cliquable. Il faudra qu'on le corrige ultérieurement. Donc, /contact. Et on va chercher qu'il y ait bien la chaîne de caractères me contacter, tout simplement. On n'a pas besoin de tester beaucoup plus. Alors, on pourrait faire des tests beaucoup plus aboutis, mais nous, on veut faire des tests, on va dire, le minimum qui nous permet
de tester que nos pages vont charger le moment où on mettra le site en ligne. En tout cas, c'est, on va dire, un premier niveau de test. On pourrait évidemment aller beaucoup plus loin, mais là déjà, on améliore grandement la couverture de code avec les tests qu'on est en train d'écrire. Et là, vous voyez que le contact contrôleur n'est pas couvert à 100%, c'est normal, puisqu'on ne soumet pas le formulaire qui est ici. Alors, on ne va pas le faire aujourd'hui, parce que ça sous-entendrait d'intercepter le mail qui est envoyé, etc. Franchement, on ne va pas aller aussi loin. On s'est donné comme objectif, rappelez-vous, 80% de couverture de code. Le 100%, là, dans notre cas, ne nous intéresse pas, donc on ne va pas non plus aller chercher partout le 100%. Donc maintenant, on passe au peinture contrôleur. Allez, on va faire un peu de ménage ici. On crée un nouveau functional test et on va, créer le peinture functional test. Et on va se chercher le fichier. Vous avez vu, c'est assez répétitif, mais en fait, les tests, c'est pas toujours très compliqué à écrire. Ça prend un petit peu de temps à concevoir au départ, mais en fait, après, une fois qu'on a un modèle qui est établi, c'est assez simple. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? Pareil que pour les actualités, on affiche slash réalisation, on cherche un H2 qui contient dernière réalisation. Je vous remonte la page dans le site. Quand on est ici, slash réalisation, on cherche la chaîne dernière réalisation. Et ensuite, on cherche quand on va charger l'adresse réalisation slash peinture test. Vous rappelez-vous ce petit slug qu'on avait mis dans nos fixtures. Eh bien, on cherche à ce qu'il y ait bien un H2 qui contienne la chaîne de caractères, je vais y arriver, peinture test, tout simplement. Allez, on va exécuter notre test pour vérifier qu'il passe bien. Logiquement, maintenant, on a 31 tests, 165 assertions. Et si on vient voir notre couverture de code, magie, peinture contrôleur, il est couvert aussi. Allez, passons maintenant au portfolio. Vous avez vu, c'est assez incroyable ce qui se passe aujourd'hui. C'est presque l'usine dans la création des tests, mais franchement, ça fait toujours plaisir d'écrire des tests comme ça. Donc maintenant, place au portfolio functional test. Allez, on va ouvrir le code de notre portfolio functional test et qu'est-ce qu'on va lui mettre à l'intérieur ? Eh bien, on va rester sur la même logique, exactement la même logique que précédemment. Donc, j'ai presque même plus besoin de vous l'expliquer. On charge le slash portfolio, on vérifie qu'il y a un H1 qui contient le mot portfolio. Et ensuite, on charge une catégorie. Ah ben tiens, regardez, celle qu'on a mis dans notre fixtures au début de l'écriture des tests. Et on cherche un H1 qui contient catégorie test, tout simplement. Allez, on exécute nos tests, on vérifie quand même à chaque étape que tout se passe bien. Parfait, 33 tests, 171 assertions. Et si on regarde la couverture de code, on est quand même beaucoup mieux. Il ne nous reste plus que le Security Controller. Et là, vous allez voir que ça va être un petit peu plus intéressant. Parce que le Security Controller, on va vouloir tester qu'on peut ouvrir une session. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc, on va faire pareil. Symfony Console Make Functional Test. Ici, je vais nettoyer un peu. Voilà, hop. Et là, comment est-ce qu'on va l'appeler ? On va l'appeler par exemple là, le Login Functional Test, puisqu'on va vouloir tester de se loguer. Rappelez-vous, sur notre site, on avait une URL qui était /login. Et là, on a la possibilité d'ouvrir une session. On avait d'ailleurs créé un compte qui était test@user.com, je crois, ou l'inverse peut-être, user@test.com. Et le mot de passe qu'on avait mis dans les fixtures, c'était le mot password. Donc là, on se log, on a un problème, mais c'est normal en fait. C'est parce qu'on n'avait pas redirigé l'utilisateur après la connexion, mais on voit bien dans la debug bar qu'on est bien connecté en tant que user@test.com. Et d'ailleurs, si je recharge la page login, il me dit « Vous êtes déjà connecté en tant que user@test.com ». Donc, allons écrire le test pour automatiser le fait de se connecter et de se déconnecter. Donc, on a le login functional test et vous allez voir, je vais copier-coller le code et ça va. Maintenant, vous avez compris le principe. Ça va être extrêmement clair pour vous. Vous allez voir que c'est très très simple, mais on va utiliser 2-3 petites choses en plus qu'on n'a pas utilisées sur les autres pages. Première chose, je charge l'adresse /login. Jusque-là, rien de spécial. Et je vérifie bien que dans le H1, j'ai ouvrir une session. Jusque-là, on reste standard. Et ensuite, on va faire quelque chose de particulier, c'est qu'on va remplir le formulaire et on va vraiment se connecter. Et comment est-ce qu'on fait ça ? Bien, on recharge la page /login,
On lui dit, tu vas me chercher un bouton qui s'appelle « Ouvrir une session ». On va chercher ce bouton-là, « Ouvrir une session ». Ensuite, tu lui dis, écoute, ton formulaire, c'est celui qui contient quoi? Qui contient le bouton. En gros, ça permet de récupérer le formulaire associé à ce bouton. Très bien. On va utiliser ensuite ce formulaire et on va passer des paramètres au champ du formulaire, le champ email, le champ password. On utilise les mêmes que j'ai saisis tout à l'heure, user@test.com et le mot de passe password. Ça, c'est des choses qu'on avait mis en dur dans notre fixtures. Et ensuite, on dit au client, tu soumets le formulaire. Et ensuite, on lui dit quoi? On lui dit, tu revas à nouveau sur la page login, comme on a fait ici, et tu vérifies qu'on a bien la phrase « Vous êtes déjà connecté en tant que ». Et donc, on lui dit, tu cherches une div qui contient « You are », etc., etc. Vous êtes déjà connecté en tant que. De cette façon, on va soumettre le formulaire et on va bien vérifier qu'on est bien connecté. Donc là, on rafraîchit notre couverture de test et vous allez voir que là, c'est parfait. On a 35 tests et 177 assertions. Et si on va sur notre couverture de code, vous voyez le Security Controller, il est à 75%, c'est parfait. Il a tout exécuté, le login, il y a juste la partie logout, mais en même temps, la logout, elle n'a pas de code à exécuter, donc on ne va pas forcément chercher à tester ce truc-là, parce qu'on ne peut pas le faire, puisqu'il n'y a aucun code qui est exécuté quand on utilise le /logout, donc pas grave, on va le laisser comme ça. Si on revient ici, on voit qu'on est à 68%. Alors on n'est pas loin de nos 80%. Et là, on va utiliser une petite astuce de brigand, c'est qu'on ne va pas vouloir tester nos propres fixtures. Ça pourrait, je ne sais pas si ça peut être intéressant de le faire ou pas, d'ailleurs dites-moi dans les commentaires, mais moi je n'ai pas spécialement envie de tester les fausses données de fixtures que j'utilise d'ailleurs pour mes tests. Donc on va demander à PHP Unit d'ignorer toutes nos fixtures. Donc comme ça, on va voir si avec ça, ça va nous suffire à passer au-delà de 80% de couverture de code en expliquant que Attack Fixtures ne fait pas partie du calcul de la couverture de code. Et comment est-ce qu'on va faire ça? On va simplement ouvrir notre fichier de fixtures et tout en haut, au-dessus de la fonction, de la classe, ici App Fixtures, on va lui mettre une petite PHP doc toute simple, on lui dit Code Coverage Ignore. Et juste avec ça, PHP Unit va comprendre qu'il ne doit plus prendre cela en ligne de compte. Donc je réactualise une nouvelle fois mes tests unitaires et mes tests fonctionnels. Ça prend des fois un peu plus de temps. Et vous allez voir que cette fois-ci, il ne va plus prendre en compte les fixtures. Vous voyez, il les met en blanc. C'est parfait. Et grâce à cette petite astuce, un peu de brigand, je suis d'accord avec vous, on passe à 85,27% de couverture de code. Donc on pourrait aller chercher encore plus loin, on pourrait aller tester notre service, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le service qu'on a écrit pour le moment, c'en est un qui envoie des mails, donc on ne va pas forcément chercher à tester tout ça. L'objectif, c'est pas 100%, mais déjà 85% de couverture de code, c'est pas mal. Maintenant, il nous reste une dernière chose, parce que là, si j'envoie ces tests-là tels quels dans ma pipeline d'intégration, ils ne vont pas fonctionner. Parce que pour que ça fonctionne, il faut que lors des tests, il y ait une base de données. Parce que là, on insère des fixtures, on vérifie qu'on a certains slugs, et les slugs ils sont basés sur ce qui est en base de données. Donc, il va falloir qu'on ajoute dans notre pipeline d'intégration, l'utilisation d'une base de données, la création de la base de données, qu'on joue les migrations, qu'on insère les fixtures dans la base de données, qu'on fasse le composer install, qu'on fasse le npm install, le npm run build, etc. En gros, qu'on déploie notre site complètement. Et une fois seulement qu'il est complètement déployé, on va jouer les tests. Parce que si on le fait tel quel maintenant, ça va être un échec. Donc, il va falloir qu'on fasse évoluer légèrement notre fichier de description de la pipeline. Et rappelez-vous, ce fichier, c'était le fichier gitlab-ci.yml. Alors, la première chose qu'on va vouloir faire, c'est déjà les étapes. On avait une étape qui s'appelait unit test. Donc maintenant, comme il y a aussi des tests fonctionnels, je vous propose qu'on la renomme simplement en test tout court. Et l'étape qu'on va vouloir faire évoluer, c'est l'étape PHP unit. Et donc là, vous allez voir qu'on va y ajouter pas mal de petites choses, mais vous inquiétez pas, je vais
tout commenter et ça va être clair pour vous sans plus aucune surprise. Qu'est-ce que je fais dans mon PHP Unit? Alors, je vais lui dire que pour cette étape-là, tu vas utiliser une image Docker particulière parce que pour toutes les autres, il utilise une image et ça, référez-vous à la vidéo où on avait mis en place la pipeline à une image qui était PHPQA, qui contient déjà plein d'outils de test. Mais on va lui dire, attention, quand tu vas exécuter PHP Unit, tu vas utiliser une image particulière qui va être l'image PHP 7.4 Apache. Elle va se jouer quand tu seras à l'étape des tests. Jusque-là, parfait. Ensuite, et c'est là où on va lui dire, attention, pour cette étape-là, tu vas utiliser un service. Et ce service, c'est quoi? C'est une base de données MySQL et on va utiliser la version 5.7. Et on lui donne un petit alias, on l'appelle MySQL. Parfait. Ensuite, on utilise des variables d'environnement. Et on va simplement passer le mot de passe root, le nom de la base de données, MyAppTest, le nom du user, MyAppTest, le mot de passe, MyAppTest. Et ensuite, vous voyez ici, on construit la chaîne de connexion qui sera passée à notre application Symfony dans le contexte d'exécution de la pipeline. Vous voyez qu'on a, depuis le début, pas touché une seule fois à un fichier .env. Et enfin, qu'est-ce qu'on fait? On lui passe toutes les instructions à exécuter avant de faire nos tests. Et donc là, on a pas mal de petites choses à faire. Donc là, c'est comme si on était connecté dans une machine Linux et qu'on voulait déployer notre projet. Donc on fait quoi? On fait un apt-get update et un apt-get install. Et on installe quoi? Git, zip, Node.js et npm, puisqu'on en a besoin pour construire les CSS et les JS de notre site. On n'a pas besoin d'installer tout ce qui est PHP, puisqu'on utilise déjà une image, rappelez-vous, qui est PHP 7.4 Apache, donc tout ça est déjà installé pour nous. On a besoin d'installer Composer, on a besoin d'installer des extensions PHP, MySQLi, PDO MySQL, puisqu'on va se connecter à une base de données. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, vous voyez ce qu'on fait, on drop une base de données. C'est-à-dire que si jamais, pour une raison X ou Y, la base de données de test, ici on dit --en test, elle existe déjà, on la supprime, on la recrée, on joue les migrations, on leur met bien les no interaction, comme ça au moins ça ne nous posera pas de questions. On insère les fixtures, on fait le composer install, on fait le npm install, on fait le npm run build pour construire les CSS et les JS. Et ensuite, et après seulement toutes ces étapes, on lance la commande php bin/php unit. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Alors vous allez me dire, c'est tout, c'est pas... Oui, effectivement, on peut s'y prendre à plusieurs fois en vérité quand on écrit tout ça, mais c'est assez logique finalement. On crée la base de données, on lance une instance de base de données dans notre pipeline, et ensuite, on installe tout ce qui est nécessaire, et seulement après, on joue nos tests. Et bien d'ailleurs, on va ajouter tout ça, parce qu'on a fait pas mal de modifs aujourd'hui, et on va marquer mise à jour des tests, plus mise à jour de la CI. Hop, et on va pousser ça vers notre dépôt distant, publier la branche sur le dépôt GitLab. Et là, on va aller voir notre petit ami GitLab qui est ouvert ici. Logiquement, et vous le savez maintenant, il y a une pipeline qui s'exécute. Et celle-ci, logiquement, on a corrigé, vous voyez, il y a un petit point d'exclamation, c'est ce qu'on a fait au tout début de la vidéo, la petite correction du PHP-CS. J'espère qu'on n'a rien oublié. Logiquement, ça devrait corriger le problème. Et surtout, ici, la nouvelle étape, regardez, avant elle s'appelait Unit Test, maintenant elle s'appelle Test, elle devrait jouer l'ensemble de ce que l'on vient d'écrire, c'est-à-dire tout ce scénario-là finalement, et tout en lançant également une base de données MySQL. Donc on va vérifier tout ça. Ce que je vous propose de faire, c'est que je vais mettre la pause et je relance dès qu'on arrive dans la partie test, parce que sinon, vous allez devoir attendre 2-3 minutes et moi je vais devoir broder comme ça. Ah, écoutez, vous savez quoi, on va broder un peu et c'est pas très grave. Regardez ce que je fais, je dis que ça, c'est terminé et on fera en sorte tout à l'heure de mettre la merge request qui va bien pour qu'on soit complètement correct là-dessus. Alors au niveau de la pipeline, security checker, on est passé, parfait.
On voulait vérifier que le PHP-CS passe parce que c'était ce qui nous avait posé problème la dernière fois. Et puis comme on était à la fin d'une vidéo, on n'avait pas forcément souhaité à ce moment-là corriger le problème. Mais aujourd'hui, on va espérer que ça soit bien corrigé. Donc rappelez-vous, toutes les étapes sauf PHP Unit utilisent une image Docker qui était Jaxal PHPQA PHP 7.4. Je vous remonte le fichier GitLab. C'est l'image qui est ici. Donc par défaut, quand on exécute une des étapes, on l'exécute dans cette image, sauf si de façon explicite, on précise une autre image dans une des étapes. Donc ça, c'est la force qu'il y a dans GitLab, c'est de pouvoir comme ça facilement customiser chacune de ces étapes, faire vraiment du sur-mesure. Donc là, on va retourner voir notre pipeline, voir où est-ce qu'elle en est globalement. Le PHP-CS, il est bien passé. Et cette fois-ci, vous voyez qu'on est bien dans les tests. Et là, on va aller voir ce qui va se passer parce que ça va être assez intéressant. Vous voyez que là, on lui a dit, cette fois-ci, tu dois utiliser PHP 7.4 Apache. Donc là, on voit qu'il n'utilise plus la même image que pour les étapes précédentes. On voit bien que là, il utilise l'image qu'on a spécifiquement indiquée. Donc là, il va la télécharger et il va commencer à l'exécuter. Il va se rendre compte qu'il a besoin de quoi? D'une base de données MySQL. Donc il va également lancer, logiquement, vous voyez, il est là, il dit je suis en attente d'un service MySQL. Et il me dit qu'il est déjà créé, donc il n'y a pas de souci. Il va utiliser cette fois-ci le service MySQL. Parfait. Donc là, forcément, on est obligé d'attendre. La pipeline, elle s'exécute sur les serveurs de GitLab. Alors on pourrait d'ailleurs le déporter ailleurs, mais ça c'est un autre sujet. Et donc là, vous voyez, il est en train de récupérer l'image PHP 7.4 Apache. Parfait. Et là, il va préparer l'environnement. Donc il va récupérer les sources de notre code. Il va exécuter toutes les petites tâches qu'on lui a mis là, donc c'est-à-dire le apt-get, le apt-install, le curl. Il va faire toutes ces commandes-là. On va pouvoir le suivre vraiment ici. Vous voyez, là, il a commencé à faire apt-get et les install. Donc vous voyez, là, ça va très très vite. Hop. Donc là, il fait tout ce qu'il a à faire. Concrètement, là, il est en train d'exécuter toutes les suites de commandes, tout le scénario qu'on lui a préparé. Vous voyez, ça va tellement vite. J'arrive pas à suivre l'histoire. Et logiquement, à l'issue de toutes ces installations, on va arriver ensuite à l'installation de Composer. Et ensuite, on va faire la création de la base de données, les fixtures, Composer. Vous allez voir, c'est vraiment comme si on tapait les commandes, mais c'est tout à fait scripté et c'est intégré dans notre pipeline. Donc, ce qui fait que là, on le regarde parce qu'on veut le découvrir ensemble. Mais en vrai, après, on s'en occupe plus. Ça se joue naturellement en tâche de fond. On n'a plus besoin de s'en inquiéter. D'ailleurs, mais j'alourdis pas forcément la vidéo, mais si on voulait optimiser tout ça, on se créerait notre propre image qui contient déjà tous les outils préinstallés. Mais ça ferait probablement l'objet d'une autre vidéo, donc on ne va pas forcément ici le détailler parce que ça serait vraiment trop long. La vidéo elle dure déjà presque 1 heure, donc sachez que l'idéal, ça serait de créer une image qui a déjà NPM, qui a déjà Composer, etc. pour que ça soit vraiment plus rapide dans l'exécution de la pipeline. Donc là, on voit, regardez ce qu'il a fait. Il a droppé une base de données MyAppTest, il a créé la base de données MyAppTest, il a fait la migration, il a chargé les fixtures, il a lancé le Composer install, il a lancé le npm install, il a fait le npm run build, donc là on a tous les détails du npm run build, il est toujours dedans, voyez-vous. Et seulement après, logiquement, si on ne s'est pas trompé, il va exécuter nos tests et unitaires et fonctionnels. Et j'espère qu'on s'est pas trompé sur quelque chose, logiquement. Ça devrait bien se passer. Et il devrait logiquement bien exécuter complètement les tests. Et là où c'est génial avec ce système-là, c'est que du coup, là on déploie finalement notre projet, comme si on le déployait sur un serveur, et on va tester toutes les URL. Et moi je trouve ça assez incroyable de se dire, bon mais ok, c'est quand même hyper satisfaisant de se dire que notre code est quand même globalement bien testé. Et vous voyez qu'il a bien exécuté. 35 tests, 177 assertions, le job est un succès. Notre pipeline fonctionne correctement avec une couverture de code au-delà de 80%, ce qui est plutôt pas mal. Alors évidemment, il y a, j'imagine, plein de façons de faire des tests beaucoup plus performants, mais en tout cas, moi, à mon niveau, je trouve ça déjà plutôt très rassurant de faire ça. Donc, il nous reste à faire quoi? Simplement une petite merge request, comme d'habitude. On prend notre branche qui était feature mage CI,
on l'envoie où? Dans Master, tout simplement. Et on va lui dire ce que l'on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis à jour les tests unitaires. On a fait quoi? Écriture de tests fonctionnels. Et on a fait quoi? Une mise à jour de la CI GitLab. On va mettre GitLab. Voilà. Pas FitLab, mais GitLab. Parfait. Fonctionnel. Hop. Il n'a pas compris que j'étais en français. C'est pas très grave. On va s'assigner la merge request et on va la soumettre. Et comme d'habitude, on va se l'approuver nous-mêmes. Et comme la pipeline est déjà exécutée, on peut tout de suite faire le merge. Tout simplement. On est bon. Il ne nous reste plus qu'à faire la même chose en local, entre guillemets, c'est-à-dire faire un git checkout master pour revenir sur la branche master. Parfait. De faire un git pull pour récupérer cette dernière version de master qui contient toutes les modifications qu'on a fait aujourd'hui. Parfait. Et ensuite, on va se faire un petit git branch. Hop, git branch-d pour supprimer localement la branche mage CI qui ne sert plus à rien. Et pour finir bien comme il faut, on va simplement lier ces cartes à la merge request qu'on a fait à l'instant, histoire qu'on continue à être propre dans notre gestion de projet. C'est très 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 important. Parce que sinon, après, on ne sait plus où on en est. Et je vous assure que quand il y a beaucoup d'actions d'actions sur un projet, au bout d'un moment, on ne sait plus qui et quoi a été fait quand. Là, au moins, comme ça, on est rigoureux. On est rigoureux dans la gestion. Et ça donne comme ça une très très bonne visibilité sur comment le projet a évolué, à quel moment on a fait ceci, à quel moment on a fait cela, et c'est vraiment très pratique. Parfait. Eh bien écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste peut-être à choisir 2-3 petites choses dans le backlog, à construire pour la prochaine fois. Mais ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas le faire avec vous. Parce que là, je vais devoir appeler mon client, lui dire ce qu'on a fait ensemble, lui présenter tout ça et lui demander qu'est-ce qu'il préfère qu'on travaille en premier. Donc on verra ensemble lors de la prochaine vidéo qu'est-ce qu'il aura choisi, quelle partie on va travailler en premier. Mais vous avez vu, on a pratiquement terminé la partie visiteur. On a couvert notre code à plus de 80% de couverture de code, donc on est relativement serein pour les prochaines évolutions, même s'il faudra toujours continuer à être très vigilant. Et puis voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un sujet que j'avais envie qu'on aborde, les tests fonctionnels. Je trouve que c'est hyper intéressant et surtout hyper rassurant quand on est développeur. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. N'oubliez pas aussi de laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Si vous avez l'habitude de faire des tests fonctionnels, unitaires, d'utiliser les pipelines, n'hésitez pas à nous donner vos astuces et vos techniques dans les commentaires, c'est toujours hyper agréable. Eh bien écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée, nuit, bonne nuit. Bon courage aux insomniaques, bon courage aux lève-tôt ou aux couche-tard. Et je vous donne rendez-vous mardi à 18h pour la revue de la semaine où on étudie un petit peu l'actualité. Et puis si vous voulez voir le prochain épisode de cette série qui nous suit déjà depuis plusieurs semaines, eh bien je vous donne rendez-vous samedi prochain à 9h. Ciao!